There were so many interesting things. There was so much more we could have done than we actually did. Everything is possible. For most of my young life, I had an interest in a life force. Now, we didn't get much of an instruction in life energy at the university. And whenever they talked about a life energy, they talked about it in a disparaging way. They kind of had some contempt for it, and they steered you away from any information in that regard. See, healing depends on people like medical doctors accepting that there is such a thing as influence or inspiration through the cosmos, through the atmosphere. If they accept that and allow us to investigate that in details, then we should be able to come up with an answer. I said there's a crisis now. That crisis is the crisis of cancer. We spend billions of dollars on cancer research, and we don't get enough return. People are falling sick at increasing rates, even today. And I believe that alternative healing will be a way to deal with this. We'll be able to cut it down
will be able to conquer it. But of course, a lot of this depends on the acceptance of people who are against it. I think, personally, I think there is a power like that in the atmosphere, which many people can draw to themselves. They draw it in drawing certain wavelengths, and these wavelengths are directed to the body. The body will then distribute that through the acupuncture lines. Holy Spirit shall bear witness with the spirit of every man and every woman who's come to you, that they pass from death unto life. They shall know that spiritual experience, they shall know. There shall be no doubt there, they shall know. Hallelujah, so. There is not only is healing transmitted through these wavelengths, but clairvoyance can be transferred through other wavelengths, and telepathy through other. And some people have that ability to attract that. Au début des années 60, le Dr Bernard Grad est un oncologue réputé attaché à l'université McGill. Il met alors de l'avant une série d'expériences visant à vérifier l'existence de ce pouvoir que semblent avoir certains individus de soulager et même de guérir leurs semblables simplement en imposant les mains. I was the first to do these experiments using conventional experimental design. We were using healers as a test object. I was the first. There was nobody else who was doing it at that time. To give you an explanation, the first time healing taking place in mice as a result of laying on of hands was in the first experiment. And I could hardly believe my eyes. I didn't know what to make of it. L'être humain a cette capacité de pouvoir dégager une énergie, des fréquences, des ondes par les mains. On va dire que ce soit l'être humain, pardon, ou une pièce, ou un objet, ou quelle que soit la partie qu'on voudra bien regarder. Mais l'être humain, en l'occurrence, dégage une énergie, une chaleur. En Chine, on peut dire le chi, on peut dire le prana, on peut dire cette énergie-là, cette force vitale que tout être humain a, c'est sa force vitale à lui. La maladie, d'un point de vue de la médecine chinoise traditionnelle, la médecine taoïste, la maladie, c'est une désorganisation de l'énergie. À partir du moment où l'énergie se désorganise, elle se déséquilibre avec des
condensations de chi, des condensations de sang, et empêche le chi de circuler harmonieusement. Expliquer le chi à un esprit occidental, c'est, comme on dit dans l'expression, essayer d'expliquer la lumière à un aveugle. Sauf qu'on a des chances de faire retrouver la vue à une personne occidentale si on lui donne les bonnes explications, ou surtout si on lui fait expérimenter le chi. Car en fait, d'abord le chi c'est un concept, et ensuite c'est une expérience. On peut guérir par le chi de deux façons, soit par soi-même, soit en appliquant le chi sur quelqu'un d'autre. Par soi-même, c'est en pratiquant le qigong. En l'appliquant sur quelqu'un d'autre, si on le fait par l'acupuncture, les aiguilles d'acupuncture servent à changer le chi de la personne. Mais il faut savoir que dans la tradition chinoise et surtout dans la vision taoïste de la médecine chinoise, on ne pratique pas d'acupuncture sans pratiquer qigong. Parce que dans l'aiguille d'acupuncture, on va projeter le chi, son propre chi, dans la personne. Mais son propre chi ne vient pas de soi-même seulement. Il y a une réception, une captation du chi de la terre, c'est-à-dire des énergies telluriques, du ciel, c'est-à-dire des énergies cosmiques, que le pratiquant de qigong apprend à capter et à transmettre ensuite, à transformer en lui-même. Ça s'appelle Neitan, l'alchimie interne, mais aussi dans sa possibilité de, une fois que cette énergie est captée et maîtrisée par le qigong, de le transmettre à volonté par l'aiguille d'acupuncture. Alors, on peut bien comprendre que le chi, d'accord, une personne en a à partir de la naissance, que le chi est renouvelé par la respiration et l'alimentation, et que le chi circule en boucle dans notre corps pour nourrir nos organes, et qu'il y a plus ou moins une relation avec la terre, avec le ciel, pour entretenir cette énergie, et voilà. Bon, ça ne nous fâche pas trop, c'est pas trop compliqué, c'est pas trop surprenant. Mais ce même chi, c'est celui qui peut être projeté. C'est que tout ce chi qu'on est capable de capter, qui circule de toute façon normalement dans le corps, qu'on est capable de capter de la terre et du ciel, progressivement on forme un compresseur. Et la puissance du compresseur va faire la puissance du guérisseur. J'ai découvert pratiquement une bonne partie de mon savoir en étant souffrante, aux portes de la mort, en m'examinant, je n'avais que ça à faire, au lit, souvent pendant des semaines. En palpant les corps des patients, pendant qu'Akpara traitait, je sentais les vibrations et je me suis aperçu que nous étions alors faits comme l'atome de nid de porc. Donc c'est un noyau avec des charges positives, des électrons avec des charges négatives. Le noyau
avec des charges positives, nous collent au sol. Les électrons, avec des charges négatives, nous éloignent du sol. Et entre les deux, il y a le corps éthérique, qui est de nature subquantique et qui fait l'équilibre entre les deux. Et la mort, c'est quand le corps éthérique se détache du corps physique et s'en va avec les électrons. Donc le corps éthérique, il garde sa forme, pour moi, il garde la forme de notre corps, et sa richesse en énergie est faite d'électrons. Il y a un transfert d'électrons entre le patient et le guérisseur, et un transfert d'informations. Maintenant, se servir de l'énergie information, chacun le fait à sa façon. Ça dépend de la personnalité, ça dépend de l'éducation, ça dépend aussi du lieu où on se trouve, ça dépend de multiples causes. Alors il y a des gens qui ont un grand pouvoir de conviction, porté par un petit pouvoir d'énergie, d'électrons. Il y en a d'autres qui ont un grand pouvoir d'énergie, une grande quantité d'énergie, et un petit pouvoir de conviction. Il y en a qui ont les deux à la fois, et ce sont les grands guérisseurs. Et chacun dans son système. C'est ainsi que je vois les choses. On n'est qu'un atome dans le cosmos, ça c'est certain. On n'est pas beaucoup plus. Section 5, rang A, la fille en Gina Payette. Gina Payette. Ma sœur, tu souffres, ma sœur. Tu es inquiète pour ta fille, n'est-ce pas? Oui, révérend. Lève-toi, ma chérie. Le Seigneur dit que frapper un de ses enfants, c'est le frapper, lui. Oh Seigneur, je t'ai entendu. Pitié, Seigneur, pardonne-moi. Oh, Jésus te pardonne, chantons Alléluia! La casquette de pêcheur, section 4, rang F. Vous, monsieur, montez sur la scène et guérissez de votre passion du jeu. Oh, c'est pas croyable. Section 1, la mémé en robe rose à gerber, son usine la mise au chômage. Et vous, madame, qui avez cette jolie robe rose, recevez le Seigneur et vous retrouverez votre emploi. Section 3, premier rang, chemise blanche, problème de dos. Et vous, monsieur, croyez en Dieu et guérissez-vous de votre mal de dos. Même section, chemise jaune, surdité. Et vous, monsieur, avec la chemise jaune, venez me rejoindre sur scène. Il est pas sourd à ce point-là. Section 2, la dame aux cheveux bleus, elle a de l'arthrose. Et vous aussi, madame, venez sur la scène. C'est un miracle. Oh, nous allons soulager beaucoup de gens. Oh, ça oui. Oh, Seigneur, aide-moi. Il a des ennuis avec un de ses voisins. Qu'il monte. Oui, qu'il vienne là. Laisse-le passer. Soit le Seigneur. Béni soit-il. Le pouvoir est là. Je le sens en moi ce soir. Ce monsieur a mal au cou. Viens recevoir l'onction du Saint Nom de Jésus. Et dis merci, Jésus. Cette dame cherche du travail, révérend. Vous voulez du travail, vous voulez travailler. Travaillez pour Jésus. Cet homme est un joueur, révérend. Trouve la force dans ta vie. Le Saint Nom de Jésus, béni soit son nom. Cet homme est sourd, révérend, totalement. Entends la parole, mon frère, car le ciel te parle. Je crois que le charlatan, c'est une personne cynique qui sait très bien qu'elle utilise une mise en scène pour induire la suggestion et qu'elle en tire un profit. Maintenant, il y a dans beaucoup de cultures thérapeutiques des gens qui utilisent le même moyen, le même artifice de la mise en scène pour créer la suggestion, mais à la différence de ces charlatans ou du charlatan que j'ai vu dans ce film, eux, ils y croient vraiment. Parce que dans leur contexte culturel, dans leur milieu thérapeutique, ils ont une foi en un système, une cosmogonie, un Dieu, et une explication qui peut apporter la guérison. Et ils y croient eux-mêmes réellement. Et quand ils le communiquent aux autres, on ne va pas dire qu'ils se comportent comme des charlatans. Ils se comportent comme des hommes honnêtes dans leurs références culturelles, dans leurs références thérapeutiques. Il faut, je crois, distinguer cela. Hein, donc, pour moi, le charlatan, c'est la personne qui n'est pas réellement en adéquation avec ce qu'elle veut faire croire aux autres. Et c'est vrai que dans certaines cultures, il y a besoin d'une mise en scène très spectaculaire pour induire cette suggestion, pour obtenir l'adhésion du patient et
mettre en route un processus de guérison qui sans doute joue sur la genèse d'émotions dites agréables ou positives et toute une cascade d'effets que l'on connaît aujourd'hui à travers la compréhension psycho-neuro-endocrino-immunologique, l'influence de la pensée, des émotions sur le système nerveux et toutes les sécrétions hormonales et les défenses immunitaires. Je pense que ce pouvoir de la suggestion n'est pas assez utilisé dans nos pratiques thérapeutiques. Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point la manière dont on parle lorsque l'on est médecin, par exemple, la façon dont on présente un traitement, la conviction que l'on a même soi-même par rapport aux résultats escomptés de ce traitement, tout ça va énormément compter. Et comme on n'en est pas assez conscient que cette mise en scène a une importance quelque part, eh bien on se prive d'un support thérapeutique dont les malades ont sans doute besoin pour adhérer pleinement au traitement et mettre en œuvre en eux une source d'un potentiel de guérison qui est disponible mais qui doit être activé sans doute par cette suggestion. Well, as a physician, one of the things that we quickly realize is that the body heals itself. We may operate on someone, we may give them antibiotics, but we know that we depend on the body to heal itself. We can assist the body to heal itself. We can enhance the immune system. We can do many other things to balance out the hormonal and the autonomic nervous systems. But we know that what we're primarily doing is assisting the body to heal itself. There's a natural ability to heal that everybody has. And of course all animals have this. Animals have survived for billions of years. The life on this planet has survived without doctors and without healers until quite recently in human history. And the natural ability to heal is very widespread in nature. Plants can heal from wounds and so can animals. So there's something about healing that's a natural process that healers are able to encourage. We don't know how. When they're close to a person and also sometimes when they're far away from a person. But healing itself is not really understood, and it seems to be part of the natural ability of organisms to repair themselves. And the healer or the facilitator is simply the vehicle for that energy that comes through. And so the healer can't take any credit for the healing that takes place and can't take any blame if it doesn't take place. It either does or it doesn't. It's wonderful if it does, but it's not their responsibility either way, whether it does or it doesn't. It's just their responsibility is to become as clean and clear a vessel for divine energy as possible. And that's their whole responsibility. What happens after that has nothing to do with them. And that's the deep truth. Anything other than that is a mental illusion. On pourrait croire qu'à travers la multiplicité des méthodes, que chacun exprime son lien préférentiel, privilégié avec une source qui lui est propre. En fait, on peut comprendre assez facilement que nous baignons tous dans la même énergie, que toutes les formes de vie sont interdépendantes et interconnectées et qu'elles baignent toutes dans une source unique. Le lien qu'on peut établir avec cet immense réservoir d'énergie est à ce moment-là plus ou moins intense selon la qualité de cohérence dans laquelle se trouve le thérapeute. C'est tellement complexe cette interaction entre deux individus, c'est-à-dire le soignant et le soigné. Et il y a tellement de niveaux où tout ça peut se jouer et se mettre en marche, en quelque sorte, que, évidemment, pour notre esprit un peu cartésien qui aime bien découper la réalité, identifier les causes et pouvoir les relier à certains effets, le phénomène de la guérison est quelque chose de très inconfortable parce qu'il met en jeu tellement de causes différentes et qui agissent sur tellement de différents effets, qui créent tellement de différents effets que on est un petit peu perplexe face à cette complexité. Et du coup, quand on est face à la complexité et qu'on ne la comprend pas, on a tendance à vouloir simplifier ou alors à nier les phénomènes observés, parce que ça échappe à notre entendement. C'est dommage,
parce que c'est justement, au plus on va s'intéresser à cette complexité, qu'on va comprendre les liens entre toutes ces causes et tous ces effets, que l'on va comprendre la magie du vivant, et que l'on pourra commencer à mieux respecter le vivant à tous ses niveaux, dans toutes ses dimensions, parce qu'on aura compris l'esprit des choses, on aura fait acte de spiritualité. L'être humain croit plus volontiers à la puissance des machines qu'il invente qu'à celui qui a inventé les machines, c'est-à-dire lui. Et on le voit aujourd'hui, on accepte très facilement l'idée qu'on puisse se communiquer d'un continent à l'autre dans la seconde grâce à la téléphonie mobile, etc. On a inventé les machines pour le faire, et comme on a compris comment faire les machines, on veut bien y croire à cela. Mais on aurait beaucoup de mal à imaginer qu'il puisse y avoir parfois une transmission télépathique d'un pays à l'autre entre deux êtres qui sont reliés par un lien particulier. Et pourtant, l'être qui a inventé ces machines doit être génial et doit avoir des potentialités énormes, puisqu'il a pu inventer des machines qui ont des potentialités absolument surprenantes. Et c'est le paradoxe aujourd'hui, c'est qu'on ne croit que ce que nous avons pu produire. On ne croit qu'à ce que nous avons pu produire, en oubliant que celui qui a produit ça, c'est nous. Et que si nous avons pu le produire, c'est que nous sommes sans doute plus que ce que nous avons produit. C'est vrai, on a tellement banalisé la technologie qu'on ne pense pas que ce qui est possible à une machine est possible pour un être humain. On a du mal en fait à croire comment fonctionne, à se rendre compte de la manière dont fonctionne un être humain ou un guérisseur en particulier quand il dit pouvoir se brancher sur une personne en regardant sa photo, en tenant ses cheveux ou quelque chose qui lui a appartenu. On se connecte à la personne directement avec ou une photo, ou avec un nom, avec un prénom, avec une empreinte. Cette empreinte, c'est l'âme, cet ADN, cette source. C'est l'âme. On se connecte à elle directement et par ses fréquences, on lui envoie les messages. Un organisme humain comprend des millions de milliards de cellules. Et pour essayer de comprendre comment toutes ces cellules peuvent communiquer et travailler ensemble sans rentrer dans le chaos, on peut s'appuyer sur les travaux de Fritz Albert Popp, un physicien qui a travaillé sur la biologie cellulaire et la biologie de la lumière, un livre qui a été écrit aux alentours de 1980 et qui explique par une expérience relativement simple comment ces synchronisations peuvent se faire à l'échelle de nos cellules. L'idée de départ, c'est Fritz Albert Popp a séparé une même culture cellulaire en deux lots. Une culture numéro 1 qui est dans un ballon de quartz fermé et une culture numéro 2 qui est l'autre partie de cette même culture dans un autre ballon de quartz avec un bouchon fermé. L'expérience numéro 1, c'est il va induire la mort de cette culture cellulaire numéro 1 par des radiations ionisantes, des rayons X. Et juste avant que ces cellules ne meurent, elles émettent un signal particulier. C'est comme si elles libéraient
toute l'information avant de mourir. Cette libération d'information, Fritz Albert Popp l'a appelé un chant du cygne. Ce chant du cygne, qui témoigne de la mort de cette culture cellulaire par l'action des rayons X, va être transféré à cette culture-là, qui va se mettre à émettre le même signal et qui va mourir avec les mêmes modalités que la culture numéro 1, sans avoir été exposée aux rayons X. Donc cette communication d'un ballon d'une culture cellulaire à l'autre, indiquant que ces cellules restent reliées même à distance, les physiciens appellent ça l'intrication. L'intrication, c'est le lien subtil qui lie des particules, des cellules ou des organismes qui ont été en contact intime à un moment donné et qui gardent ce contact intime même à une très grande distance. Dans le même domaine, Cliff Baxter, un chercheur américain, dans son bureau de New York, a fait des expériences sur la muqueuse jugale, donc de la bouche, de certains de ses patients et d'un dentiste en particulier. Il a cultivé les cellules de cette muqueuse et les a séparées à des distances qui allaient au départ de 10 mètres jusqu'à 12 km. Et il a enregistré les modifications qui se faisaient dans la culture cellulaire au moment où il stimulait les récepteurs de la muqueuse jugale ou des récepteurs cutanés chez son patient. L'expérience à chaque fois était concluante. À chaque stimulation, la culture cellulaire, à quelque distance qu'elle se soit, enregistre exactement ce qui se passe chez le porteur qui lui a donné naissance, indiquant par là que le lien reste intime et défie la distance. On peut donc commencer à comprendre qu'un lien très fort qui relie des êtres humains, par exemple une mère et son enfant, deux jumeaux, un lien d'amour très fort entre deux personnes, puisse permettre aux deux parties de ce couple de ressentir les mêmes choses, quelle que soit la distance qui les sépare. Ces ondes-là peuvent être transmises pour transmettre du calme à un enfant. Par exemple, on m'a envoyé une photo d'un enfant qui était hyperactif. Pour lui transmettre du calme, on lui transmet juste l'énergie, une fréquence de détente, de calme, de sérénité, de paix. Quelqu'un qui a cette disposition empathique et qui est capable de se mettre en résonance, même à distance, avec quelqu'un d'autre, qu'il s'agisse d'un être cher, d'un enfant, ou qu'il s'agisse d'un malade avec lequel le guérisseur est susceptible d'entrer en résonance profonde, alors ça permet de comprendre comment la résonance peut amener à un état de cohérence et de guérison possible par un transfert d'informations qui passe toujours dans l'ultraviolet ou dans les gammes au-dessus de l'ultraviolet, dans des résonances de plus en plus subtiles. On va induire un message dans un verre, on va faire boire à la personne ce remède et la personne va se sentir beaucoup mieux. Donc, on induit un message également à la personne à distance. My name is Stefan Schmidt and I'm director of a research group on complementary and alternative medicine at a university hospital of Freiburg. At this hospital, patients can be treated with complementary and alternative treatment. That's a unique situation for a university hospital in Germany. So this is an EEG laboratory. We're doing all kinds of EEG research here. Right at the moment it's mainly research into meditation, mindfulness meditation. What we could also do in this laboratory is this distant intention research, and we have done so earlier. And then we place a participant in this laboratory and we ask a second participant outside in some other room in the building or in some other place in town to influence from a distance this person. And we watch the physiology at the same time here. And then, for example, we have the intention to activate the person within this chamber or to calm him. And then we can see at the same time whether the physiology is reacting in that way, that the person is getting more active while it's getting influenced from outside or activated from outside, or it's calming down at the same time. It is quite a really small effect, but it seems to be real because at least in one parameter we found the same in all three studies.
What we learn from them is that something strange is happening here, something we cannot explain by conventional means of communication, by our conventional scientific understanding. We see from time to time effects who shouldn't be there. But the huge problem in that is that they're not repeatable at will. So sometimes some strange thing pops up, we don't really know what it is, and then it disappears. We have started studying spiritual healing a couple of years ago when we did first of all a randomized waitlist controlled study. That is a study where you compare spiritual healing, that was distant healing in this case, against a group of patients who did not receive it. And all these patients were medically treated, they had very long-standing diseases, they had multiple problems, different ones, all difficult to treat. And one criterion for them to be in the study was that the treating doctor had to say, no, we don't have any other option left for them. And then we took them into the study and treated them for 5 months. And I was actually quite surprised to see quite a big change in the measure which we had adopted, which was a quality of life measurement instrument. And that showed a very sizable clinically relevant effect, which took us by surprise actually. In parallel, we did a qualitative study on spiritual healing in cancer patients. We had one healer who has a kind of reputation for being a good healer with all sorts of difficult problems. He has approached us and we have agreed to set up a study for him. This was a study where cancer patients who were terminally ill were treated. They had 3 sessions, and it was mainly a qualitative study where we wanted to study the experience of patients, and the experience was largely speaking a good one. 1/3 of the patients, and these were 30 terminally ill patients, had a very positive experience. They had very deep relaxation, they had a very deep beneficial experience from it. Another third had good experiences but didn't quite connect it to the treatment itself, and another third were kind of untouched by it. But we have seen that a couple of exceptional cases have emerged from it, which we still have to follow on further to see whether they are actually special or not, and this takes. The essential idea of morphic resonance is that there's a memory in nature. So that means each species has a kind of collective memory. There are many ways in which animals relate to people at a distance. The one that I've investigated most concerns the ability of dogs to know when their owners are coming home. About 50% of dogs seem to know when a member of the family is coming home. They go and wait at a door or a window. This is commonly observed. It's a well-known phenomenon. It occurs all over the world. And the question is, what's going on? Is it just the dog responding to a routine time of return, hearing a familiar car sound or something like that, or is there more to it? Well, I've done experiments on this that show there is more to it. The dog is responding to the owner's thoughts or intentions at a distance.
In our experiments, we ask people to come home at randomly chosen times. They come home from at least 8 kilometers away. They travel by taxis rather than their own car to avoid any familiar car sounds. We film the place that the dog waits, so we have a complete record of what the dog did the whole time that the person was away from the house. And what happens over and over again is that the dog goes and starts waiting at the window when the person decides to come home, even before they get into the taxi, showing that the dog seems to be responding to their intention. It's a telepathic phenomenon. And this shows that intentions can have an effect at a distance. In this case, a visible effect occurs with a dog responding to this. Dogs can respond to people's intentions at a distance, and so can other people. And the commonest form that occurs in the modern world is with telephone calls. People want to make a call to somebody, they think about them, they dial their number. The other person then starts thinking about them, and when they ring, they say, "It's funny, I was just thinking about you." This is a very common phenomenon, and I'm doing a lot of experiments on that at the moment. It does seem to be a real form of telepathy. These show that intentions can affect people at a distance, and I think that distant healing could involve a similar distant intention. In normal telepathy, the person who influences the other person has to be a close family member or friend. Now, with healers, that's not always the case, and healers are unusual in that respect. If they can affect somebody by their intention at a distance, this is something that's unusual. Most of us only affect people we know at a distance. There has to be some link between the healer and the person they're healing. Maybe it's a telephone call, maybe it's knowing their name. There has to be some link for them to focus their intention. But of course, we don't really understand how healing, even when it's not at a distance, takes place. I mean, healing is mysterious. Papa non plus n'a pas pu le supporter. Ah, nous y voilà. Le bon docteur de campagne qui court les routes par tous les temps, le brave médecin de quartier qui se claque le cœur en montant les étages. D'accord, ils sont admirables. Et nous, pendant ce temps-là, nous faisons de la théorie, hein, nous discutons à perte de vue sur des pointes d'aiguille. Mais dis-moi, le savoir qui permet aux médecins de soulager tant de souffrance, où est-ce qu'ils l'ont acquis? Si ce n'est pas dans nos hôpitaux, grâce à nos recherches, à nos expériences de laboratoire, grâce à l'enseignement de nos chefs de clinique. Alors, vous avez raison, mais moi ce que j'aime, c'est là, la peinture, je sais. Très jolie, là. La sensibilité, la délicatesse. Seulement, si depuis des siècles, il ne s'était pas trouvé des hommes pour aller regarder d'un peu près ce qui se passe dans le corps humain, et s'y engluer les doigts dans le sang, et tripoter les boyaux, et s'exprimer sans nausée sur des cadavres dans les salles de dissection, eh bien nous en serions encore aux incantations des sorciers de la préhistoire et aux herbes magiques des guérisseurs. Ils auraient bonne mine, les vivants. And if we want to find a way, how can we train the mind, or how can we influence the mind, or what can somebody do with his own mind in order to generate self-healing powers? Well, if you look around in the literature, what we find is that in the ancient Eastern meditation literature, everything we needed is already there. And that's why we're doing today in this department that's on alternative treatment a lot of meditation research, because we want to find out how people who start meditating can change their health and their health outcome. Actually, this is the theta rhythm of the brain, and this is representative for a process or for a quieting down of the brain when we get into trance states, when we get into deep meditation. It is also seen in some people under hypnosis. So this is a kind of a very significant frequency range which can be measured in all those quite intuitive states which are close to sleep, in drowsiness as well, but are not this
resting waking state than the alpha rhythm, which is slightly above, about 10 hertz. So, and there is a very nice synchronicity between those 7, 8 or 4 to 7 hertz. Sometimes it's the theta rhythm, and also this Schumann resonance, which is the electromagnetic resonance around the Earth. For example, we're applying mindfulness-based interventions. It's an 8-week course where they learn certain forms of meditation and yoga lessons, but also a certain way of attending mindfulness to every daily work, like taking, for example, a cup and have a drink. This can be done in a very mindful way. That means just you're there with your full attention and you're there in an acceptance way and you're not opposing to anything. You just take the things as they are. And we're teaching these to people just to do this with every aspect of their general life and also to attend their own disease, their own pain, their own suffering in that way. And what we often see in our study is that patients who have a certain condition, often it's chronic and it won't go away at once, they may have, for example, the same pain after this treatment, but they may have a much better way to live with the pain, to cope with their pain. And the quality of life, the health-related quality of life, that is one of our major outcomes that we're often measuring, is the same, is much improved in the face of the same pain. So there's a different way of dealing with adverse things that people don't like or with chronic health conditions that makes people happier or having a healthier feeling of their life. So if you have positive feelings, you will boost your immune system or your immune adaptability to a certain degree. If you have very somber thoughts, you are likely to impact on your hormonal system, you are likely to impact on your immune system. And there are data around, for instance from meditation research, showing that people who meditate and that way impact on the way how they feel, how they experience, probably produce effects in their serotoninergic system, produce effects in their melatonin system. They also, there's also data around showing that vaccinations and immunological stimulus are taken better by people who meditate. And there are a lot of data around showing there is a very intricate relationship between our thinking, our state of consciousness and our physiological structure. Elle ne respire plus, monsieur. C'est fini. Merci Charles, vous avez fait tout votre possible. Il y a des cas où toute notre science ne va pas loin. L'ami rassemblé stagiaire pour la visite. Bien, monsieur. During the time of doing research with the brain is that when we look at neuroscience, there is so much what people hope to find inside the brain. But on the other hand, all this knowledge is not of any value if we are not able to apply it to something. And I got sometimes a little bit disappointed when I see that there is so much effort which we put on neuroscience to get some, or to find some mechanisms. But on the other hand, what the real challenge for us would be is to learn how to actually work with our brain. So this is a practical thing, and it's a thing of experience, and consciousness is nothing
which comes out from measurements. Consciousness is something which comes out from experience only. And this is what I think is very important, and no scientists and no one who trusts scientists should forget this, that consciousness is experience. Le premier réflexe quand on tombe malade, c'est effectivement de remettre son pouvoir aux autres, parce qu'on se sent très déstabilisé et très impuissant face à ce qui nous arrive. C'est un réflexe naturel, mais qui est peut-être renforcé par la culture dans laquelle nous vivons, et qui est une culture très déresponsabilisante. Et quand on touche au sujet de la maladie, de la guérison, très vite, il me semble qu'il y a une confusion entre la culpabilité et la responsabilité. Les gens disent mais c'est pas ma faute que je sois tombé malade, ou même certains médecins disent mais on ne peut pas culpabiliser les patients en disant qu'ils sont pour une part dans les processus qui ont amené la maladie et qu'ils pourraient être pour une part dans les processus qui pourraient créer la guérison. Il ne s'agit pas de culpabiliser, mais de responsabiliser. Bien sûr que personne n'est coupable d'être malade, et la maladie est un phénomène bien souvent multifactoriel. Donc il y a un tas de causes qui sont réunies et on ne peut pas agir sur toutes les causes, beaucoup nous dépassent, et on ne peut pas considérer qu'il y a une culpabilité. Mais en revanche, si nous acceptons que nous avons une part de responsabilité, tant dans les phénomènes qui ont amené la maladie que dans les phénomènes qui peuvent créer la guérison, nous devenons habilités à répondre. Responsabilité, être habilité à répondre, à apporter des réponses. Et c'est ce qui manque singulièrement dans l'éducation aujourd'hui de tous les êtres qui vivent dans nos sociétés, mais aussi en particulier des patients, c'est que oui, face à un phénomène comme celui de la maladie, nous avons une responsabilité. Nous pouvons apporter des réponses, tant au niveau de la prévention de la maladie que de sa réparation. Les maîtres le disent, attention, les maîtres le disent. Moi, je te soigne avec le Qi, mais toi, tu dois te soigner. Tu dois pratiquer le Qigong et tu dois faire quelque chose par ta propre volonté. Car en fait, chacun est responsable. On ne peut pas attendre de l'extérieur que voilà, un coup de baguette magique et t'es guéri pour la vie et puis il t'arrivera plus jamais rien et peut-être tu mourras jamais. Non, c'est impossible. Chacun doit entretenir sa santé, chacun doit entretenir sa longévité. Et pour quelqu'un qui est malade, chacun doit être capable de prendre la responsabilité de son état pathologique et d'accompagner cet état pathologique pour recouvrer sa santé. Alors, ça passe par l'énergie, mais ça passe aussi par un travail sur la compréhension de la maladie, sur la relation qui existe entre la maladie et ses chocs psychiques et sur ses émotions. Évidemment, tant qu'on restera dans cette idée que nous sommes de pauvres victimes, que nous ne sommes pas coupables et que nous ne voulons pas voir que nous serions peut-être responsables en partie, nous continuerons à imaginer que toutes les solutions viendront de l'extérieur. Et donc, ça finira toujours par alimenter le grand système que nous avons construit sur cette croyance, qui est un système de production et de consommation de biens et de thérapie. Et de nouveau, nous sommes là dans une logique qui se mord la queue quelque part, puisque en croyant que nous sommes démunis, que nous n'avons aucune responsabilité face aux événements, nous remettons notre pouvoir à ceux qui produisent des thérapies, et du coup, nous les consommons, et nous participons à ce grand système de production-consommation qui tourne sur lui-même. Donc,
On est prisonnier de quelque chose là. Et pour en sortir, je ne pense pas qu'il s'agisse de dire aux gens maintenant il est temps de vous responsabiliser. Il s'agit de repenser la façon dont nous éduquons les gens dans nos cultures. Et pour éduquer autrement, il faut penser autrement, il faut se représenter les choses autrement. Donc nous avons, je crois, une réflexion à mener sur les représentations que nous avons de nous-mêmes, des autres et de la réalité en général. Parce que nos représentations ne sont peut-être pas tout à fait justes. Et le jour où nous comprendrons que nous avons beaucoup plus de potentiel que nous l'imaginons, que nous avons beaucoup plus de responsabilités que nous le croyons dans les phénomènes qui amènent à la maladie et permettent d'en guérir, alors tout changera. Mais ça commence dans l'éducation. Penser que désigner le conflit suffit pour guérir, ça me paraît être insuffisant. Associer la notion de conflit mal géré à une prise en charge me paraît nécessaire. Et la prise en charge, elle doit être choisie par la personne qui doit être bien informée. C'est-à-dire, chacun de nous devrait avoir la possibilité de choisir la manière dont il veut traiter ses conflits en étant parfaitement informé des choix qu'il fait et des conséquences de ses choix. Toutes ces histoires, c'est de la blague. Quelles histoires, Michel? La psychanalyse. Oh, je commence à en avoir assez. S'étendre sur un divan pour raconter des histoires idiotes. Oh, si vous croyez obtenir un résultat en faisant bavarder sur ce qui m'est arrivé dans mon enfance, c'est grotesque. Mes patients, généralement, me regardent comme un fléau au cours des premières séances. Oh, je connais la chanson. C'est mon inconscient qui se révolte. Il ne veut pas que je guérisse. C'est cela. Votre inconscient se complaît dans la névrose. C'est à moi d'en trouver la raison exacte. Quand vous saurez pourquoi vous faites ce qui est néfaste pour vous et quelle en est l'origine, alors vos troubles cesseront tout seuls. Vous pensez que je vous cache la vérité? C'est en général ce qui se passe. J'aime beaucoup Nietzsche, entre autres l'intelligence de ce qu'il nous dit à propos du corps, lui aussi. Il nous dit ceci: si j'ai quelque unité en moi, elle ne consiste pas dans le moi conscient. Elle est dans la sagesse globale de mon organisme. Occupé à conserver, assimiler, veiller au danger. Mon moi conscient n'en est que l'instrument. Nietzsche. Et quand j'ai moi-même fabriqué, parce que c'est vraiment une expression que je trouve juste pour ce que j'en ai compris dans ma maladie à l'époque, une sclérose en plaques, dont vous voyez bien qu'aujourd'hui je suis guéri, je me suis beaucoup appuyé sur Nietzsche. Ça avait du sens pour moi, ce qu'il nous dit là. Beaucoup de sens. Mon moi conscient n'est que l'instrument. Alors allons donc chercher du côté de la cellule. Qu'est-ce qui se passe dans la mémoire cellulaire pour que je fabrique brutalement, et pas n'importe quel jour, le 1er avril, ce qui correspondait 1 an plus tôt à la mort brutale, par suicide, de mon frère aîné, qui était pour moi le soleil avec lequel je me suis construit, heureux de vivre, et qui brutalement nous a quittés. Ça a été pour moi comme un séisme, un coup de foudre. Et voilà que je vais fabriquer 1 an plus tard, un Ancelin Soutzenberger, qui s'est beaucoup penché sur les syndromes d'anniversaire, appelle justement un syndrome d'anniversaire 1 an plus tard, le 1er avril, pof, je déclenche une sclérose en plaques. L'une des choses que moi je sais, c'est que quand on remonte dans l'histoire familiale, on tombe souvent sur un âge anniversaire ou une période anniversaire ou une date anniversaire de fragilisation et qu'il faut faire gaffe à ce moment-là et ne pas prendre de risques.
J'ai fait une sclérose en plaques foudroyante. Lorsque le diagnostic a été posé et que le médecin a voulu, le neurologue a voulu me faire une ordonnance, je lui ai dit non docteur, je ne prendrai pas les médicaments que vous me proposez. Il me dit comment ça? Vous êtes en fauteuil roulant en moins de 2 ans, hein, je vous préviens. Je lui ai dit peut-être, mais je tiens à comprendre d'abord pourquoi je fabrique cette sclérose. Mais il me dit, mais c'est neurologique. Et peut-être. Mais pour moi, l'esprit informe la cellule. J'étais déjà habité par cette intime conviction que l'esprit et le corps ne faisaient qu'un. Je crois que le véritable persécuteur est toujours à l'interne. Je me persécutais. Évidemment, je parle d'un inconscient là, en moi, qui devait se sentir extrêmement coupable de ne pas avoir, entre guillemets, sauvé son frère aimé, même vu venir le coup. Et incorporant ce trauma qui a été le mien, à travers mon frère, que je m'identifiais, sans doute habité par le désir inconscient de le rejoindre, de le retrouver. Et j'ai été confronté à la solitude de l'être au sens le plus profond du terme. Mais au fond, me suis-je dit, en m'adressant la parole à moi-même, tu veux vivre ou mourir? Tu es seul face à la question. Dolto appelait ça, quand elle traitait les grands mélancoliques, jouir vivre ou jouir mourir. C'est vrai qu'il y a de la jouissance aussi, parfois. J'allais dire, jusque dans la douleur, en tout cas dans la maladie. Comme si la maladie nous offrait la possibilité de changer d'état au sein même d'une famille, en occupant une place singulière, cette fois-ci, et forcément centrale. Si les liens sont d'amour, on va s'occuper de moi autrement. Face à certains patients, il faut pouvoir accepter que ceux-ci tiennent un double langage qui n'est pas toujours conscient. Et que d'une part, ils viennent voir le soignant parce qu'ils veulent guérir, mais que tout au fond d'eux, il y a une autre part qui ne souhaite pas guérir. Soit parce que vivre est trop difficile, fait trop peur, soit parce qu'il y a des bénéfices secondaires à rester dans l'état de la maladie, parce qu'il y a un entourage plus prévenant, parce qu'il y a des avantages divers à rester dans cette fragilité. Il y a ce qu'on dit et il y a la réalité. Freud, dans une image célèbre de l'iceberg, disait que la face émergée de l'iceberg, le petit triangle qui dépasse de l'eau, ne donne aucune indication sur ce qui se passe sous l'eau, c'est-à-dire les 2/3 de l'iceberg et où il va, dans quelle direction il va aller et ce qui va lui arriver. Et je pense que de même, les êtres humains, quand ils parlent de ce qu'ils veulent, c'est peut-être ce qu'ils croient vouloir, mais ce n'est pas ni ce dont ils ont envie vraiment, ni ce dont ils ont besoin vraiment. Et donc, quand ils disent qu'ils veulent guérir, c'est peut-être une parole qui vaut, comme dit le plaisantin, que le papier sur lequel cette parole est écrite. C'est-à-dire rien du tout. Et donc, les gens qui disent qu'ils veulent guérir n'ont peut-être pas
réellement envie de guérir et n'ont peut-être pas ce dont ils ont besoin pour pouvoir continuer à vivre, c'est-à-dire assez de soutien, assez d'envie de vivre, assez de ressources morales ou spirituelles pour ça. Je vais voir ce neurologue, il me refait un scanner, un RMC, il me refait toutes ces analyses, et il me dit, mais monsieur Barral, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Qu'avez-vous fait? Alors je lui raconte un peu ce que j'ai fait. Il rigole. Mais en même temps, il s'incline et il me dit, écoutez, il faut que je vous dise, si ce n'était pas moi, grand professeur sur Paris, sans doute le plus connu, en neurologie, qui avait fait le diagnostic, et qu'aujourd'hui je vous vois, j'aurais dit que mon collègue, 2 ans plus tôt, a fait une erreur de diagnostic. Ce n'est pas possible de guérir d'une sclérose en plaques. C'est une maladie auto-immune. Et je lui dis justement, docteur, qu'est-ce que ça veut dire? Auto-immune. Moi, c'est le bon sens qui m'a conduit, vous savez. Je me suis dit, si je suis capable d'attaquer mon système immunitaire, de fabriquer ma sclérose en plaques, je devrais être capable de la déconstruire. C'est une question de désir, d'axe énergétique personnel. Et ça, personne ne peut m'enlever de l'idée que la maladie nous enseigne et qu'elle peut être un canal de vie extraordinaire pour nous éviter de mourir idiots. Pour nous remettre en axe et accepter d'ouvrir notre esprit dans des dimensions énigmatiques, certes, mais toujours axé sur l'amour, qui est la connaissance par excellence, et la beauté de la vie. Biologiquement, on comprend aujourd'hui que face au chaos de l'existence, l'être humain n'a pu survivre que parce qu'il a pu apporter un sens à ses expériences. Parce que ce sens lui permet d'imaginer qu'il va pouvoir dominer une partie de ce qui lui est au départ inexplicable. Et puis aussi, ce sens va donner une direction à l'existence, il va donner un élan. Et on comprend bien aujourd'hui que ça génère de l'espoir. Et cet espoir est indispensable pour vivre. C'est Václav Havel qui disait « Avoir l'espoir, ce n'est pas forcément croire que les choses vont se passer bien, c'est surtout penser que les choses auront un sens. » Le fait de donner du sens à un événement, c'est une manière de se le réapproprier, c'est de remettre les mains sur le volant. Et se sentir acteur de sa vie, y compris dans ces périodes de désordre ou de difficultés profondes, c'est une manière de redevenir responsable et à la fois créateur de son désordre et créateur potentiellement de sa propre guérison. Ce positionnement-là rétablit une sorte de souveraineté sur la vie et dans ses bons et ses mauvais côtés. Le pire et le meilleur, on dit, au moment où on passe la signature sur le contrat de mariage. Pour le pire et le meilleur. C'est une sorte de mariage avec nous-mêmes. Et cette relation qu'on a au cours de sa vie permet de traverser les difficultés. Se sentir responsable, c'est cesser d'être une victime. Et ça, c'est un atout majeur pour traverser les crises. Le besoin de sens est absolument fondamental pour l'être humain. Et c'est sans doute ce qui explique que depuis la nuit des temps, l'être humain a eu besoin de trouver des explications, de s'inventer des dieux, des paradis, a construit des pyramides et des cathédrales. Et s'il ne l'avait pas fait, nous ne serions sans doute pas là pour nous parler aujourd'hui. Viktor Frankl avait bien compris à quel point le sens était important pour vivre, pour survivre.
et en particulier dans des difficultés ou confrontés à la maladie. Viktor Frankl, c'était un psychiatre qui vivait à Vienne dans les années 40. Il n'avait pas 40 ans au moment de la Seconde Guerre mondiale parce que juif, il a été envoyé dans les camps de concentration où il a séjourné pendant 4 ans. Et avec son œil de psychiatre, il observait les gens qui étaient comme lui prisonniers et il était étonné de constater que souvent les gens qui paraissaient les plus forts, qui étaient toujours dans l'action, dans l'action extérieure, et bien c'était eux qui étaient les premiers partis, qui mouraient, alors que des gens en apparence plus faibles résistaient beaucoup plus longtemps. Ces gens qui paraissaient plus faibles et qui survivaient plus longtemps, c'était des gens qui, peut-être à cause de leur physique plus fragile, avaient développé une vie intérieure plutôt que d'être toujours dans l'action extérieure. Et que dans cette vie intérieure, il y avait eu de la place pour la question du sens. Et que confronté à l'absurde, parce qu'il y avait bien absurdité dans la condition de détention dans ces camps de concentration, mais confronté à l'absurde, ces gens avaient peut-être pu quand même garder un espoir, parce qu'ils avaient trouvé un sens. Et lui-même malade, il s'est dit que il allait retrouver l'espoir et le sens en imaginant que quand il serait sorti des camps, il écrirait un livre qui parlerait de tout ça. Et à sa sortie des camps, il est rentré à Vienne pour s'entendre dire que toute sa famille avait été exterminée, mais il a commencé à écrire son livre tout de suite. Et ce livre a été publié, je pense, en 1946. Et dans ce livre, Frankl dit une chose très très belle. Il dit, vous savez, lorsqu'ils étaient dans les camps, l'important n'était pas tant de se demander si la vie avait un sens, mais l'important était de se demander quel sens nous allions attribuer à notre existence. De la même manière, l'important n'est peut-être pas seulement de se demander si la maladie a un sens préétabli qu'il faudrait décoder avec telle théorie ou telle autre. Non, l'important est de se demander, dans les circonstances de la maladie, quel sens nous allons attribuer à ce que nous vivons et en quoi cette expérience va nous aider à mieux comprendre qui nous sommes, mieux comprendre ce qu'est la vie et en quoi cela va nous faire grandir et donner une nouvelle direction à notre existence puisque le sens donne une direction à la vie. Et Frankl a rajouté quelque chose de très beau en disant, au lieu de se demander ce que la vie va nous apporter, nous ferions bien nous demander qu'est-ce que nous apportons à la vie. Chacun de nous n'a pas exactement la vie qu'il souhaite, mais rappelons-nous que nous avons la vie et qu'avec cette vie, il s'agit de faire quelque chose. Et c'est ce que Frankl appelait la responsabilité, notre habilité à répondre aux choses, aux circonstances, aux difficultés, à la vie, à l'existence. Nous avons des réponses à apporter, plutôt que de tout le temps demander que l'on nous nourrisse au biberon et à même pas être content de ce que nous avons reçu. C'est une perspective différente, un autre regard sur les choses, donc une autre façon de se représenter soi et le monde, et donc ça change toute l'action qu'on a dans sa propre existence et dans la vie collective. C'est ça qu'il faut apprendre aux enfants.
was in a deep meditation a number of years ago. I had a revelation that my work was to heal with love. And at that time, I didn't know what it meant, but I knew that it was true. I began to do select work with patients in my office, and what might be called miracles occurred. But what was this love that was responsible for the healing? So I went into the laboratory and I began to explore initially with bacteria. And my intention when I started working with the bacteria was to just reduce their growth rate using intentionality. So I looked under the microscope at the petri dish containing the bacteria as the start of this exploration. And suddenly I had what you might call an epiphany. It seemed to me that these bacteria had as much right to exist as I did because they were created by the same source that created me. They were created by the same creator that created me, and they had as much right to be here as I did. Just from my human perspective, I call them pathogens. They produced what I call disease. But that shift, that total acceptance of their presence shifted something in me. My awareness dropped all the conditioned filters that I had had, all my training, just dropped away in those moments, and I totally accepted unconditionally the existence of this bacteria. And when that happened, my awareness began to vibrate at the same frequency as the consciousness of that bacteria. In essence, we were like two tuning forks with the same frequency. We became one energetically. And then when I introduced an intention in that field of oneness or wholeness, I found subsequently that I could reduce their growth rate by 50% relative to contemporaneous control. That's another way of expressing unconditional love, because if you stop to think about it, if you unconditionally are accepted exactly as you are, without any exceptions, what you would feel is loved. Pourquoi les gens sont malades aujourd'hui? C'est parce qu'on leur dit que c'est pas pour eux, qu'ils en sont pas capables. Ou alors on leur dit il y a des secrets, il y a des arcanes qui sont réservés à une élite, à des initiés. C'est un grand mensonge. Moi je reste convaincu que tout est donné. Que l'univers, la musique de l'univers, elle est tellement généreuse, elle s'offre. Il n'y a rien de secret. Il suffit juste de s'offrir à l'amour. Et pour ceux qui aiment, eh bien tout se révèle, tout se donne, tout s'offre. C'est en tout cas, moi, ma conviction profonde. Et il n'y a plus de peur. Et là, c'est le saut quantique. On n'est plus dans les jeux de culpabilité, dans les emprises, dans les souffrances, dans ces jeux de l'ego qui nous mènent à l'emprisonnement et qui nous mènent finalement à ce que les vies soient volées. Et finalement, on se rend compte aujourd'hui que depuis des millénaires, eh bien, l'homme se gâche, s'empoisonne. Que de vies gâchées, que de gens qui vieillissent, qui meurent et qui n'ont pas osé, qui n'ont pas vécu le festin de la vie. Et la culpabilité, c'est la grande maladie. So love was a real force. It wasn't just the stuff of mystics and poets. It wasn't just sentimental love that we see in movies. That's a pale reflection of a deeper, unconditioned love that we're all, at a very deep level, aware of. L'amour guérit. C'est certainement ce qui guérit. Au fond, dans tout processus de discordance, il y a une baisse de l'estime et de l'amour de soi. Et de retrouver cette estime et savoir voir où on va bien, savoir retrouver un amour suffisant pour cette partie de nous-mêmes qui reste lumineuse et qui donne du sens à notre vie, je crois que c'est ça qui nous guérit, avant tout. Et plus on fait briller cette lumière, plus on fait briller cette présence, et plus les symptômes sont susceptibles de disparaître vite.
Again, the key thing is that we could demonstrate in the laboratory when you're in a coherent, loving state, and in that state, you can do what used to be called magical or miracle things. Now we understand that's not magical in that sense, it's not miraculous, it's unconditioned love. L'amour commence la plupart du temps par un attachement. Et cet attachement crée le désir de posséder, d'obtenir, mais crée aussi la peur de perdre et la souffrance d'avoir perdu. Mais il y a plus grand que ça dans l'amour, il y a des dimensions plus subtiles et plus larges qui nous obligent à dépasser le stade de l'attachement pour entrer dans le stade d'une connaissance de soi, d'une complétude et d'un respect profond de soi et de l'autre. Et ça, peut-être que ça guérit. Il y a quelque chose d'autre qui se passe dans la relation entre deux êtres, et ce quelque chose est basé sur le contact d'être à être. Et ce contact d'être à être, il est basé sur le sentiment et sur la résonance. Si on établit ce contact avec amour, compassion ou beaucoup de respect, il y a bien des chances pour que la personne le reçoive même si elle est endormie. Et donc il y a bien des chances pour que ce sentiment-là provoque chez le récepteur une amélioration rapide de l'état simplement parce qu'il est rempli, harmonisé, touché intérieurement, aimé peut-être. Ce sentiment-là, il est au cœur de toute guérison véritable. L'amour est un stimulant du système immunitaire absolument. Le chocolat aussi. Les images positives aussi. Donc c'est important de se faire plaisir. L'amour, c'est se relier à la substance même du mot et qui est, je dirais, tout ce qui est autour de nous. Voilà, je dirais même que c'est l'énergie de l'univers entier, c'est le chant de l'univers entier. Voilà, qui est tellement extraordinaire. Les astrophysiciens ont découvert il y a, je pense, une 50aine d'années, que dans l'univers, il y avait un bruit de fond. Et ce bruit de fond, ils ont essayé d'en trouver la source. Ils n'ont jamais réussi. Et moi, je suis convaincu que ce bruit de fond, c'est l'amour. C'est cette résonance profonde. Voilà, c'est la substance même de tout ce qui est, qui nous habite. Et qui est, comme nous sommes des morceaux d'univers nous-mêmes, je suis convaincu que ce bruit de fond, il est aussi en nous, en chacun de nous. Voilà, l'amour chante en nous. What I do have a sense that is important is giving yourself the gift of self-love. Loving yourself unconditionally, meaning you totally and completely accept yourself exactly as you are. And if you can do that, that's a deeper healing than a physical or healing. So that's a healing that will move you into wholeness. You'll move into oneness with universal consciousness when you can do that. And what you'll feel is peace. You'll feel an inner joy, regardless of the state of your physical body. And you'll feel a sense of freedom and of course a love that will then radiate out from you to all around you. Tout le travail aujourd'hui, c'est de reconnecter l'humain au cœur, au vibrant, au vulnérable, au fragile. C'est aller vers l'autre, non pas avec des certitudes et de l'arrogance, mais c'est aller vers l'autre en lui exprimant, en lui disant tu es beau, tu es belle, en lui disant je suis touché par toi, en étant dans le vacillant, en étant dans ce vulnérable. C'est vraiment oser l'humanité dans le vulnérable. C'est quelque chose d'essentiel. Ça, je vous assure, c'est salvateur. Ça, c'est la grande guérison de l'humanité, elle est là. Elle n'est pas d'imposer nos croyances religieuses, nos croyances politiques, sociales, économiques. Surtout pas. Elle est de nous toucher les uns les autres au niveau du cœur, dans cette transparence. Je sais pourquoi vous êtes venu. Pourquoi? Parce qu'un miracle s'est produit en nous.
Cela n'arrive pas si vite, en 1 heure. Il peut même se produire instantanément. Cet après-midi, je l'ai compris. C'est comme si la foudre avait éclaté. Il est rare qu'il se produise.